La caisse primaire d'assurance maladie de l'île d'Ouai, c'est 850 collaborateurs et collaboratrices, donc au service de, on va dire, 900 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie, au service de, on va dire, entre 6 000 et 7 000 professionnels de santé, de tous les établissements sanitaires, publics, privés, le CHU quand même, et au service de 26 000 employeurs sur notre circonscription, avec une majorité plutôt de TPE. Quel progrès on a fait d'ailleurs grâce à cette crise, tout compte fait, comme bien souvent les crises sont des opportunités d'être plus agile, plus alerte. Nous on avait cette particularité effectivement de se retrouver avec des salariés en situation parfois de ne pas pouvoir travailler, puisque à l'époque le télétravail représentait 5%, on va dire, des pratiques classiques. Nous n'étions pas forcément équipés avec des ordinateurs portables non plus. Pour autant, les cas de Covid commençaient, les cas de patients atteints du Covid commençaient à augmenter. Donc on avait à verser plus d'indemnités journalières, on avait plus de prestations maladie à rembourser. Donc il fallait absolument, en plus les indemnités journalières sont un revenu de remplacement. Ça veut dire que si on n'est pas en capacité de les verser, on a des assurés, des membres de la population française qui n'ont plus de revenus. Donc il était indispensable que cette activité des caisses primaires d'assurance maladie puisse perdurer. Déjà, on a nos réseaux sociaux, donc on va dire nos canaux prioritaires sur lesquels on véhiculait un maximum d'informations. Et on était en fait dans le pragmatisme. Voilà. Pour nous, informer les assurés, c'était leur dire voilà, vous êtes bénéficiaire de telle prestation, de telle aide, voilà comment ça se passe. On a mis en place, à un moment donné, c'était le cas, des boîtes mail dédiées par prestation pour recevoir plus rapidement les documents. On a un service à rendre et à assumer, donc on se donne tous les moyens pour ce faire. Et on va dire une fois cette phase passée de sécurisation un peu de la communication interne, évidemment, et ça s'est fait d'ailleurs en parallèle, c'était d'assurer aussi, d'informer le public. Parce que forcément, avec le confinement, forcément les accueils étaient fermés, mais si vous fermez les accueils, il faut néanmoins rester accessible, ce qui est de toute façon le cas par d'autres canaux et d'autres outils. Donc on a renforcé aussi l'incitation à aller sur le compte Amélie, donc le site amélie.fr dans lequel on a un espace personnel, et c'est vrai que cet espace personnel en fait permet, c'était déjà le cas à l'époque, ça l'est encore plus aujourd'hui, permet de gérer énormément de démarches. Donc on a renforcé la communication sur ce site et cet espace personnel parce que finalement beaucoup de démarches étaient faisables à distance. On a également mis en place, ça a un peu d'ailleurs pris son essor à ce moment-là, les rendez-vous téléphoniques. Parce qu'après tout, même si on ne peut pas recevoir en accueil phisique, on peut quand même avoir des temps d'échange privilégiés avec les assurés. Et d'ailleurs, c'est l'un des enseignements, l'un des premiers enseignements de cette crise, c'est que voilà, elle accélère, on va dire, elle a un accélérateur d'un certain nombre de choses. Et les rendez-vous téléphoniques, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, alors je pense qu'on aurait fini de toute façon par les développer, mais peut-être pas à cette vitesse. L'un des facteurs clés de motivation des salariés de la sécurité sociale et donc des caisses primaires également, c'est être utile. Alors il y avait d'abord être utile, continuer à verser des prestations, et de la part de salariés qui n'étaient pas mobilisés, le souci d'être volontaire pour venir après formation, pouvoir verser quelques IJ, d'aller indemnité journalière, de pouvoir aller dans les services de tri du courrier, parce que la poste continuait. Et donc on continuait à recevoir des feuilles de soins, on continuait à recevoir des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières. Et là, tout le monde, on a mis en place un système de volontariat pour que tout le monde, des managers, la directrice elle-même à la caisse primaire de l'Aisne, que j'étais, est allée donner un coup de main aussi pour trier le courrier. Vraiment, ça a été un moment de solidarité très forte, de fierté d'appartenance et de rendre service. Ça va peut-être vous paraître un peu pompeux, mais vraiment être utile à la nation, quoi. C'était vraiment ça. On a pu d'ailleurs attribuer des primes aux salariés qui ont été particulièrement mobilisés. On n'a jamais fait autant d'heures supplémentaires. On a travaillé beaucoup avec l'Agence régionale de santé
On a travaillé beaucoup avec les hôpitaux, avec tous les centres hospitaliers, pour réguler, aider à réguler le stock de médecins, pour monter toutes les opérations et les centres de vaccination. On a travaillé énormément aussi avec nos collègues des autres organismes de sécurité sociale, l'URSSAF, la CAF. On a travaillé avec les élus aussi beaucoup pour organiser justement les centres de vaccination. Et aujourd'hui, 5 ans après, on sent que cette meilleure connaissance entre les services publics perdure. On a appris à se connaître, à travailler ensemble, et ça a été une opportunité, cette crise, de pouvoir continuer à améliorer nos partenariats en fait. En interne, on avait de toute façon notre cellule de crise avec potentiellement un référent désigné pour répondre aux questions de la presse. Après, on avait à l'époque notre responsable communication qui elle-même coordonnait toutes les demandes presse qui nous remontaient. Parce qu'on a eu des demandes. Alors au début, on était plutôt sur des demandes très, encore une fois, pratico-pratiques sur comment faire, comment ça se passe. Et petit à petit, là, j'anticipe un peu sur des phases suivantes sur l'évolution de la crise. C'est qu'à un moment donné, on a mis en place les plateformes, ce qu'on appelait de contact tracing, c'est-à-dire qu'on traçait, donc ça c'est une mission qui a été dévolue à l'assurance maladie, des plateformes qui avaient vocation, dès lors qu'une personne était positive au Covid, on l'appelait. C'était un dispositif national souhaité par le ministère de la Santé pour en fait essayer de limiter la propagation du virus. Et donc en fait la personne devait nous fournir autant que possible toutes les coordonnées des personnes avec qui elle était en contact. Et donc la plateforme a appelé ces personnes pour leur dire attention, vous avez été en contact avec monsieur ou madame Untel qui a été positif au Covid. Et on a instauré là pour le coup un autre rapport où là il y avait une vraie volonté aussi des médias locaux de venir voir comment se passaient ces plateformes, de venir comprendre, d'écouter les appels, de vraiment sentir le pouls de la population, voilà, qui était en difficulté. Donc quelque part nous en termes de coordination, on avait en interne en tout cas tout centralisé, mais on a vu aussi quelque part les demandes des médias locaux évoluer au fil du temps selon les phases de la crise dans lesquelles on se trouvait. Dans l'Aisne, la plateforme de contact tracing a été gérée par la MSA, le régime agricole. Vous voyez, quand je vous disais, tous les services publics collaborer, coopérer. Voilà, exactement. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que cette plateforme de contact tracing a fonctionné avec, nous avons eu une dotation de crédit supplémentaire en fait pour pouvoir recruter des salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim pour cette mission extraordinaire. Et nous avions par contre un management qui a été partagé par les différents organismes de sécurité sociale. Donc on avait des managers de la MSA et des managers de la caisse primaire de l'Aisne qui, par équipe, manageaient et organisaient le travail de ces plateformes. On a beaucoup travaillé en proximité et très régulièrement avec la secrétaire ou le secrétaire du CSE, du comité social d'entreprise. On a travaillé avec les organisations syndicales. On a travaillé bien entendu avec la C2SCT. Tous également étaient on va dire, très à l'écoute de l'organisation du travail et des moyens exceptionnels que la direction mettait en place pour à la fois assurer la permanence de l'activité, mais également les conditions de travail qui respectent, qui étaient attentives, les conditions attentives, on va dire, à la sécurité de l'ensemble du personnel. On a mis en place des moyens très exceptionnels et cette souplesse et cette agilité du personnel, elle est vraiment à saluer. La responsabilité des organisations syndicales dans la gestion de cette crise, en fait. Notre impératif, c'est quand même de rassurer, de donner le sens, la voix, parce qu'on est très très attendu aussi. Et cette mission de réassurance, elle a jamais été aussi forte que pendant cette période de crise. Et elle a servi la mobilisation générale des managers, bien entendu, mais également de l'ensemble du personnel. Et c'est aussi par l'exemplarité, Lucie évoquait en matière de communication interne, toutes les semaines, en tout cas la CEPAM de l'Aisne, toutes les semaines, on sortait 3 pages avec des photos pour entretenir cette mobilisation. On avait
Je pense que comme vous avez pu le vivre également, hein, le chat sur l'ordinateur, les enfants à côté de l'ordinateur qui, eux, faisaient leurs devoirs. Mais voilà, tout ça, ça a entraîné. On est tous là, on est présents. La situation est grave, mais on assure et en maintenant quand même une bonne humeur et une motivation nécessaire. Chez nous, dans l'assurance maladie, le 100% télétravail n'a existé que pendant la crise sanitaire. Très vite, on est revenu à du télétravail, alors négocié avec les organisations syndicales, puisque tout ça, hein, c'est par protocole d'accord. Et on est aujourd'hui au volontariat du salarié, à différents modèles de télétravail, soit du télétravail forfaitaire, un nombre de jours à utiliser en fonction soit de ses besoins, soit des besoins de l'entreprise, et également un télétravail calendaire, hein, calendaire pendulaire, pardon, excusez-moi, de 1, 2 ou 3 jours en choix du salarié, sachant que tout ça, ça n'est pas un droit, c'est une possibilité offerte aux salariés. À mon sens, le télétravail au sein de la caisse primaire de l'île Douai est vraiment installé, institué. On n'est pas prêt de revenir en arrière. Ça fait partie de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Il y a des avantages, notamment en matière de décarbonation, par exemple. Hein, on a des transports en moins. On est complètement équipé, l'activité est complètement sécurisée. Ça fait partie aussi, on va dire, de l'attractivité de l'employeur aujourd'hui pour les salariés jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Là où je pense qu'on doit encore renforcer, par contre, nos compétences, c'est justement sur l'animation du retour sur site. Lorsque les salariés reviennent sur site, il faut qu'ils reviennent, non pas parce qu'ils n'ont pas de droit au télétravail, mais parce que venir sur site, il y a une valeur ajoutée. On retrouve son équipe, on retrouve la fierté d'appartenance aussi, on doit en faire une fierté d'appartenance. On est dans la cohésion d'équipe, c'est vraiment nécessaire. Ça nous a prouvé à quel point finalement on était je pense, en capacité, voilà, encore une fois, d'être réactif et de toujours et sans cesse s'adapter. Et c'est vrai que la communication, quelque part, si elle ne s'adapte pas au contexte, elle n'a aucune efficacité et aucune raison d'être. Donc oui, je pense qu'on cultive encore plus qu'avant ce souhait d'être toujours juste en fait, dans notre communication, d'activer les bons canaux et de ne pas chercher, parce que c'est vrai on est sur, on l'a dit en introduction, on est sur un public potentiel de 900 000 bénéficiaires, c'est juste énorme. Et on a cette volonté, et c'est logique de s'adresser à tous, mais on se rend bien compte que voilà, si on s'adresse à tous, forcément on est sur quelque chose de très universel, un message très global. Et cette crise nous a rappelé à quel point il était important, même si on a une masse de 900 000 bénéficiaires, il faut finalement s'adresser à chacun comme s'il était unique. Alors c'est pas évident, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les outils pour. Mais en tout cas, c'est encore une fois cette attention finalement à chacun, à chaque salarié en interne, à chaque assuré ou partenaire ou professionnel de santé en externe, de encore une fois toujours le traiter, on va dire, y compris en termes de communication, comme s'il était unique. On se met en cellule de crise. Quand on a pu être confronté à ce genre de situation, l'intérêt c'est surtout là aussi d'expliquer et d'être assez transparent sur la situation, parce que parfois on a des nœuds administratifs qui peuvent se créer que nous-mêmes on ne soupçonne pas. Et donc parfois ces situations de détresse, effectivement, nous font voir aussi que nous, dans nos modes de fonctionnement interne, il y a pu y avoir une anomalie ou un loupé. Encore une fois, sur 900 000 bénéficiaires, ça arrive. On fait tout pour l'éviter, mais ça arrive. Et encore une fois, nous, notre objectif, c'est d'être transparent. On étudie d'abord la situation individuelle en mettant toutes les compétences nécessaires autour de cette situation complexe. Il est parfois important de ne pas répondre à un journaliste Pas dans l'instant, lui répondre qu'on va lui répondre, mais quand on aura fait le tour et qu'on aura vraiment une vue très objectivée de la situation.